Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la question de l'accès au logement et à la crise du foncier en Corse. La problématique n'est pas nouvelle, mais de plus en plus préoccupante pour la plupart des Corses. Depuis quelques années déjà, acheter un bien ou simplement se loger devient un casse-tête dans l'île. Un phénomène amplifié parfois par la crise sanitaire, mais le Covid-19 n'est pas le seul responsable de cette flambée des prix qui ne date pas d'hier. En 2019, les chiffres fournis par l'Agence de l'urbanisme donnaient déjà le tournis. En 7 ans, le prix du foncier a fait un bond de 138%. Le coût du logement augmente 2 fois plus vite que sur le continent, alors que l'on enregistre le plus fort taux régional de résidence secondaire. Un constat sans appel, les inégalités sociales se creusent puisqu'une personne sur 5 vit ici sous le seuil de pauvreté et se retrouve dans des habitations sans confort ou dans des zones isolées alors que l'on possède paradoxalement le plus faible nombre de logements HLM par habitant. Alors comment les Corses font-ils face à ce problème? Quels sont les mécanismes de cette pression foncière et immobilière excessive? Quel est son impact sur le plan social, politique mais aussi environnemental et surtout quels sont les solutions en vigueur ou envisagées pour lutter contre cette réalité? Ce défi de taille est plus que jamais d'actualité car c'est après-demain que sera débattue à l'Assemblée nationale la proposition de loi portée par le député nationaliste Jean-Félix Akouaviva et son groupe Liberté et Territoire, une proposition qui vise à lutter contre la spéculation foncière et immobilière en Corse. Toutes ces questions, nous allons les aborder lors de cette émission spéciale et reportages et débats à l'appui. Nos invités vont se succéder sur ce plateau que nous avons choisi d'installer pour l'occasion à la médiathèque L'Animou de Porto Vecchio, car la région illustre bien parfois le grand écart, le constat que je viens de dresser, le grand écart parfois entre spéculation foncière et pauvreté. Je me tourne tout de suite vers le maire de la ville, Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Bonjour, D'abord, bonjour à merci toutes. De nous accueillir ici à la médiathèque de Porto Vecchio. Vous êtes également, on le rappelle, donc maire de Porto Vecchio, président de l'intercommunalité du Sud-Corse et président du groupe d'opposition Avancem à l'Assemblée de Corse. Vous avez été également président de l'Office foncier. C'est donc un sujet que vous connaissez bien. Marianne Pierry, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Cette problématique de l'immobilier, vous la maîtrisez également. Vous êtes notaire à Aléria et conseillère territoriale Unsofionov à l'Assemblée de Corse. Et puis Jean-Marc Gaillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé notaire, expert immobilier auprès de la Cour d'appel de Bastia. Vous êtes là donc pour nous faire part de votre expérience et nous éclairer sur la réalité du marché de l'immobilier. D'abord, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Le prix de l'immobilier a connu donc une explosion dans tous les sens du terme, avec une hausse forte des prix, une raréfaction des biens, que ce soit les terrains nus ou les appartements et maisons, que ce soit dans le neuf et dans l'ancien. Jean-Marc Gaillot, j'ai cité un chiffre en introduction. Les prix ont progressé de 138% en 10 ans en Corse, 68% pour la moyenne nationale. Quels sont les éléments les plus récents dont vous disposez ? Alors, les éléments dont je dispose sont les suivants. Déjà, l'année 2021 était une année record dans l'immobilier au niveau du volume de transactions immobilières. Sur le seul territoire corse, on constate que les prix, tout bien confondus, terrains, appartements, maisons, ont augmenté aussi bien en Haute-Corse qu'en Corse du Sud de 8,4%. Et si on analyse plus précisément ces chiffres, on se rend compte que, ne serait-ce qu'en Corse du Sud, le prix des maisons individuelles a connu une évolution de 17,3% sur un an. Sur Calvi, une maison qui se vendait en 2010 460 000 euros se revend en 2021 880 000 euros. Sur Porto Vecchio, dans un même lotissement, donc des éléments comparables, une maison individuelle en 2008 qui s'était vendue 465 000 euros, on constate qu'il y a eu une vente d'une maison comparable à 826 000 euros. On abordera d'autres exemples dans un instant. Je voudrais tout de suite rebondir sur Porto Vecchio. Jean-Christophe Angelini, on a donné ces prix, les prix qui ont plus que doublé donc sur cette période donnée. Quand vous entendez ces prix sur cette commune et ce constat, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que vos administrés vous font part de leurs inquiétudes sur le sujet?
Oui, c'est un problème qui est quotidiennement exprimé. Je veux d'abord dire qu'avant d'être maire, j'étais pendant 20 ans dans l'opposition, à la table du conseil municipal et sur le terrain avec mes amis. Et donc, en dehors des combats menés à l'Assemblée et ailleurs, on a fait de ce combat contre la spéculation foncière immobilière quelque chose d'essentiel en termes d'identité politique et de projet pour la ville. Donc nous sommes en responsabilité depuis maintenant 1 an et demi. Moi, je suis content que vous ayez choisi Porto Vecchio, vous l'avez dit, il ne faut pas le cacher, et ce serait bien compliqué d'essayer de le faire. C'est le lieu des problèmes, ou en tout cas qui cristallise beaucoup de problèmes. Moi, j'ai à cœur, avec l'ensemble de l'équipe que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer, d'en faire le lieu des solutions. Et précisément le laboratoire où l'on expérimente des choses qui permettent non pas simplement des aménagements ou des améliorations de l'ordre du cosmétique ou du marginal, mais qui au contraire apportent véritablement des changements au fond, avec la production de logements à titre principal, la production de logements sociaux abordables, de lotissements communaux, communautaires, etc. Et avec en même temps une volonté forte de travailler à la régulation des prix et à l'accession pour l'ensemble des foyers, et particulièrement des jeunes ménages, à la propriété. Donc il y a une stratégie d'ensemble. Donc je réponds à votre question. Oui, on est régulièrement sollicité. Ça dépasse, pour le dire clairement, l'entendement. C'est le sujet numéro 1. Oui. Si vous voulez, ce que vous disiez, Marianne Romagne, le coût du logement qui a augmenté 2 fois plus vite ces 7 ou 10 dernières années. Le coût du foncier qui a augmenté de 140%. Sous le contrôle de Jean-Marc et d'Annette, un élément supplémentaire, 1 milliard en valeur par an de mutation à titre onéreux, de droit. Donc on voit bien qu'il y a là des sujets qui dépassent toute forme de raisonnement, et donc il y a une nécessité d'évoluer, et pour être clair, de changer, comme on le dit souvent, et un peu sur tous les tons, mais quand même de paradigme. Alors, moi, pour ne pas être trop long, vous dire que c'est le cœur de mes engagements, au plan, bien sûr, général, au plan local, en tant que maire et président de Comcom, et tout le sujet, effectivement, c'est de voir comment un territoire, une ville, une micro-région, qui ont été historiquement des hauts lieux de spéculation, de dérèglement, de sujets fonciers immobiliers, deviennent, je le redis, non pas simplement des lieux de réparation, mais également des lieux d'anticipation, parce que quand on parle de spéculation foncière immobilière, on devrait parler d'un dérèglement sociétal majeur. Il n'y a pas qu'un problème de coût du foncier ou de l'immobilier. Il n'y a pas qu'un problème économique. Il y a aujourd'hui un problème de société qui devient tellement grave que si on ne le résout pas, je crois que ce pays sera tellement dénaturé qu'on n'aura effectivement plus l'impression de vivre dans les lieux qu'on a connus. Un lieu d'anticipation et de solutions, et ces solutions, nous les aborderons bien sûr lors de cette émission, mais avant cela, Marianne Pierre, justement, ces solutions proposées notamment par les nationalistes, vous n'êtes pas toujours d'accord sur le sujet, mais sur le constat, vous le partagez. Peut-on aujourd'hui parler de spéculation foncière en Corse ? Bien évidemment, le constat, je ne peux pas ne pas le constater. Effectivement, la spéculation foncière, elle y est. C'est les solutions qui sont apportées par les nationalistes qui ne me paraissent pas appropriées vu l'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a urgence, il y a, je dirais, le feu à la maison. On a besoin que les Corses puissent se loger de façon décente. Il y a des outils qui existent, qui ont déjà été prouvés au niveau du territoire national, notamment le foncier solidaire. Nous avons le maire de Porto Vecchio, nous avons la chance de l'avoir à nos côtés. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc c'est une des solutions, Et il y en a d'autres, On les évoquera, toutes ces solutions. Mais avant cela, justement, pour dresser un état des lieux, écoutons quelques témoignages d'habitants de Corse touchés par cette situation. Pierrick Nannini et nos équipes sont allés à leur rencontre. Pour Marc-Antoine, cette voiture, c'est presque sa seconde maison. Chaque jour, il est dans l'obligation de l'emprunter pour effectuer le trajet Rospigliani-Furiani. Et tous les matins et tous les soirs, je descends et puis je remonte. Alors mon travail, je commence à 9h et je finis à 17h. Mais sachant que je suis assez loin, et à peu près 1h30 aller et 1h30 retour, par mois, je fais environ 300 à 350 € de plein. C'est un budget conséquent, sachant que je fais entre 800 et 900 km par semaine. Ces allers-retours quotidiens, il aimerait ne plus les faire. Depuis 4 mois, ce jeune homme est à la recherche d'un logement près de son travail à Furiani. Sa situation, il est en CDI et gagne environ 1 500 € par mois. Mais au vu du marché, acheter un appartement à Furiani lui semble être mission impossible. Seule solution qu'il lui reste, louer. Son budget, 500 à 600 €, mais là aussi, il rencontre de grandes difficultés. Je suis très déçu, malgré mes demandes
d'envoi de messages sur le Bon Coin, certains réticents, malgré que je dise que je suis en CDI, que j'ai un travail fixe, que je compte être là du 1er janvier au 31 décembre pendant je ne sais combien d'années parce que je travaille ici. Je ne sais pas, moi mon point de vue est que la saison touristique elle va commencer à s'approcher, les réservations elles vont flamber, le prix que je pourrais payer par mois, ils vont se le faire à la semaine. Pour moi, il est là le problème. Ce quotidien, Marc-Antoine n'est pas le seul à le partager, c'est également celui de Jacques. Nous sommes cette fois bien loin de Fouriane, dans la vallée de la Gravonne à Tahuir. Comme 4 jeunes Corses sur 10, Jacques a fait le choix d'habiter dans une commune rurale. Un choix dicté en partie par des raisons économiques. Sa situation professionnelle le conduit chaque jour dans une grande surface à Baléone où il aimerait également résider. Mais aujourd'hui, même à la location, le marché l'en empêche. Malgré tout, il s'y projette à moyen terme. Je réfléchis, je mets de côté. D'ici 2-3 ans, pour l'instant, les loyers en bas sont trop chers. Même si certains abusent un peu du loyer, voilà, je reste au village, pour le moment. On va commencer déjà par location et on verra pour achat par derrière, si ça convient. Voilà. La flambée des prix est telle que même dans des habitations à loyer modéré, certains Ajacciens sont contraints de quitter la ville pour se tourner vers la périphérie. Je payais trop cher, je payais 820 €. Et la caisse d'allocation ne me remboursait rien. Et ici, je paie que 433 €. Avec les charges, ça fait 500. C'est plus accessible qu'à Pietralbe. Et pourtant, à Pietralbe, je me plaisais. Les chiffres sont sans appel, plus 138% pour le prix du foncier entre 2006 et 2017 en Corse. Sur la même période, les prix du mètre carré sont passés de 34 à 81 € dans l'île. 2 chiffres qui illustrent la frénésie du marché. Parmi les raisons de cette flambée, le nombre de résidences secondaires, 93 000, soit 37% des logements insulaires. À cela s'ajoute la croissance démographique, uniquement basée sur les flux migratoires, principalement en provenance du continent. Bref, un cocktail explosif qui ne semble pas près de s'arrêter. Exemple à Bastia. Jacques est agent immobilier depuis 13 ans. Il est désormais à la tête d'une agence qu'il co-dirige avec Hubert. Sur cet appartement, il faut des personnes qui aient besoin de 3 chambres, certainement. Et en même temps, il faut croiser ça avec le budget. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, on doit avoir quand même pas mal de clients sur ce profil-là. À eux deux, ils réalisent environ 70 ventes par an. Le constat est clair, le centre-ville Bastia est devenu une zone hyper tendue. Beaucoup de demandes et très peu d'offres. Concernant le profil des acheteurs, principalement des locaux. On a une très grosse demande sur le centre-ville, on a une offre qui est quand même très limitée, donc ce qui favorise certainement aussi une montée des prix qui n'ont jamais été aussi hauts sur le centre-ville de Bastia. Ce qu'on n'imaginait pas il y a quelques temps, on arrive sur des appartements centre-ville à 4 000 € le mètre, on peut même sur certains cas de figure et sur certains biens avec des critères très particuliers et très rares dépasser les 4 000 € le mètre carré. Sur le marché insulaire, de nouvelles pratiques se développent. Des achats à distance réalisés uniquement suite à des visites virtuelles, souvent pour des résidences secondaires proches du littoral. Un chiffre illustre à lui tout seul la tension du marché. Selon une étude de l'agence d'urbanisme datée de 2018, 42 communes insulaires sont tout simplement devenues inaccessibles aux ménages ayant un revenu proche du salaire médian. Alors ces chiffres sont très parlants, ces témoignages aussi, Jean-Christophe Angelini, quand vous entendez ces Corses dire qu'ils n'arrivent plus à se loger, on se demande comment a-t-on pu en arriver là? Mais on est d'abord révoltés. On est révoltés parce que ce sont des jeunes que l'on connaît, que l'on côtoie, j'en vois tous les jours dans ma commune et au-delà. Donc il y a d'abord un sentiment de profonde injustice, d'incompréhension et je le redis, de révolte. La révolte et la passion n'excluent pas la raison et la capacité à amener des solutions. Donc oui, aujourd'hui, il y a un problème gravissime, dont je disais un peu plus tôt qu'il était devenu un problème ou un dérèglement de société. Donc le temps est venu, je sais qu'on va l'aborder largement dans l'émission, d'apporter des solutions. Alors Annette commençait un peu à le dire, on a essayé, nous, dès lors que on est arrivé aux responsabilités, d'amener des choses très concrètes. Moi, je crois qu'effectivement, on va parler de la proposition de loi qui va être examinée bientôt. Il y a des sujets qui sont incontestablement de l'ordre du Palais Bourbon, du législatif, du réglementaire, et puis les sujets que nous, élus à l'Assemblée, élus locaux, on s'empresse d'investir et que l'on a envie de faire vivre pour amener des solutions. J'ai été président, vous l'avez dit, de l'Office foncier, c'est l'un des outils qui existe aujourd'hui pour apporter des solutions à travers sa capacité à préempter,
dès lors que les documents d'urbanisme existent et le permettent, et plus généralement à constituer un stock de réserves foncières publiques pour des projets d'aménagement et d'intérêt général. À n'être parlé du BRS, du bail réel solidaire. On va avoir le plaisir d'être l'un des premiers, sinon le premier. La première commune de Corse à mettre en place ce bail réel solidaire. On le détaillera tout à l'heure. Voilà, sous l'autorité de Michel Géras, qui est sous la nôtre à tous, parce qu'on tient véritablement à expérimenter cette mesure dont il apparaît aujourd'hui en distinguant les mécanismes d'accession et les mécanismes et les prix au foncier et l'immobilier de la capacité précisément à l'investir, eh bien, qu'elle va décorréler des sujets et permettre à des jeunes ménages massivement d'avoir accès aujourd'hui à la propriété, à la location, etc. C'est l'un des outils dont on dispose aujourd'hui. Exactement. Idem aujourd'hui pour, j'aurais dû commencer par ça, le fait que nous réalisons un plan local d'urbanisme. Et je veux dire, à Porto Vecchio, on ne le dit pas assez, comme dans l'immense majorité des communes de Corse. On n'a pas de plan local d'urbanisme. Bon, donc à partir de là, on a un sujet de difficulté à l'endroit du PADUC, qui est souvent vécu dans ses aspects les plus négatifs. On a un sujet d'empilement des textes, législatifs, réglementaires, de toute nature, ce qui donne pour les élus l'impression d'être désagréablement spoliés des compétences qui sont les leurs, et pour les résidents, eh bien, le sentiment également que les choses n'avancent pas, avec des disparités très fortes. Alors, il faut disposer aujourd'hui d'un PLU pour pouvoir... de mon point de vue, et c'est un peu le sens d'une philosophie que je crois partagée, aller au bout. Bien sûr, continuer à envisager une évolution institutionnelle, pas que pour le foncier d'ailleurs, mais aller au bout de ce qui nous est aujourd'hui permis, et je parlais des PLU, je pourrais parler des SCOT, des schémas de cohérence territoriale. Je me permets on n'en a aucun sur la Corse. De vous couper, Jean-Christophe Angeli, parce qu'on va les détailler tout à l'heure lors de la seconde partie. D'abord, je voudrais revenir sur ces prix parfois stratosphériques. Vous en avez donné quelques-uns tout à l'heure, Jean-Marc Gaillot. Nous aussi, en préparant cette émission, on a un peu regardé sur Internet et on est tombé sur ces prix-là. À titre d'exemple, un 2 pièces à Porto Vecchio, 310 000 € pour 38 mètres carrés, soit 8 000 €, un peu plus de 8 000 € du mètre carré. Sur la commune de Grosseto-Prugno, un T3 de 60 mètres carrés à Porticcio, donc 60 mètres carrés, plus 200 000 € du mètre carré, plus de 10 000 €, pardonnez-moi, du mètre carré. On en arrive là. C'est assez effarant, on se dit, qui peut s'offrir de tels biens? Jean-Marc Gaillot, cette flambée des prix, c'est quelque chose qui n'est pas récent et qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement notre île, mais le constat est ici édifiant. Je vous repose cette même question, comment on en est arrivé là et à quel moment situer le début de ce phénomène? Y a-t-il eu un basculement? Alors, le début de ce phénomène, moi j'ai commencé à le constater à partir de 2006. Il a été continu. Il y a eu un petit infléchissement en 2012. Pour quelle raison en 2006? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Non, il n'y avait pas d'événement particulier à cela. Il y avait à l'époque très peu de promotions immobilières en Corse, puisque les banques ne suivaient pas. Donc c'était essentiellement des promoteurs qui réalisaient sur des terrains privés. Et donc il y avait des difficultés à trouver des financements et il y avait beaucoup moins de promotions et il y avait une offre constante. Donc à partir de 2006, on l'a constaté, il y a eu des constructions de nombreux immeubles et une offre toujours plus croissante. Et donc ce phénomène a fait que s'accentuer avec le fil des années. Et au jour d'aujourd'hui, le constat est le suivant. Vous avez cité des communes, on pourra en citer d'autres. C'est la même chose en Balagne, c'est la même chose sur Calvi, sur Loum, sur la rive sud ajaxienne, dans le Valling. Toutes les régions sont concernées, principalement les zones côtières. Au jour d'aujourd'hui, le constat est qu'il y a une augmentation et des prix qui ne cessent d'augmenter. Et la crise sanitaire peut également amplifier ce phénomène avec le télétravail qui devient plus ou moins la règle et qui permet à des gens du continent de venir travailler ici, s'installer ou à des Corses de rentrer. Là aussi, il y a eu un changement notable? Tout à fait. On a constaté en 2021 vraiment une forte demande pour les maisons individuelles. La typologie de recherche a évolué. Et si vous voulez, la demande, comme je vous le disais, est toujours plus
plus importante. La demande Et il y extérieure a est de une plus en plus raréfaction, bien importante. évidemment, des biens. Une famille corse classique, je dirais, qui n'a pas les moyens d'acheter des biens à ces prix-là. Et en préparant cette émission, c'est pareil, j'ai discuté avec pas mal de gens autour de moi, même des proches qui essayent d'acheter un appartement. Et bien souvent, ce qui revenait, c'était j'ai fait une offre, attends, mais l'agent immobilier m'a rappelé pour me dire que des personnes du continent, souvent, avaient renchéri à 50, voire 100 000 euros de plus. Et bien parce qu'effectivement, sans pointer du doigt qui que ce soit, un Parisien qui aurait en tête des prix beaucoup plus élevés et un pouvoir d'achat plus important, sachant que le salaire médian, Pierrick l'a rappelé tout à l'heure, est l'un des plus bas de France. Il est là aussi le problème. Marianne Pierre. Oui, effectivement. Le pouvoir d'achat d'un Corse n'est pas le pouvoir d'achat d'un continental. Et effectivement, quand un continental vend son bien sur le continent, il a la possibilité d'acheter un bien en Corse qui, pour lui, n'est pas un effort financier, je dirais. Et ça, moi, je le rencontre souvent dans mon étude, ce problème-là de personnes qui achètent effectivement, qui viennent du continent et qui achètent un appartement en Corse, voire une villa. C'est l'achat vert qu'on appelle avec le problème du Covid. On se rend compte qu'effectivement, cet achat pour eux ne pose pas de problème, alors que effectivement, le Corse rencontre la difficulté pour se loger parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même. Ça, c'est un constat. C'est indéniable. On est inégaux face à ça et on a l'impression aussi que toutes les classes sont touchées. On a l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu finalement. Si on ne peut pas accéder au HLM, la classe moyenne, il n'y a pas vraiment de prix médian. Oui, parce que ça concerne aussi l'état du marché. On ne dira jamais à quel point la spéculation elle a imprégné les mœurs et les usages économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement ces niches qui, sur fond de défiscalisation d'un certain nombre de produits, mais pas simplement, ont prospéré ces dernières années. Et puis, est-ce que ça a pu contaminer au plan du marché général avec des prix, vous avez cité des prix pratiqués ici, mais qu'on retrouve ailleurs, qui effectivement dépassent toute forme de raisonnement. Donc, on a un phénomène de contamination, y compris au plan des générations. On parle souvent, à titre d'exemple, des plus jeunes, des jeunes ménages. Moi, je connais des jeunes qui n'arrivent pas à quitter le domicile parental. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas accès à la propriété, voire dans certains cas, il faut le dire, accès à la possibilité de louer. Tant les prix, on l'a vu au travers du reportage que vous avez diffusé, deviennent extravagants. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe pour quiconque voudrait acheter du terrain, édifier une maison, etc. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui d'écriture, d'aménagement, d'urbanisation, qui a des implications économiques évidentes, mais qui a des implications sociales et sociétales démesurées. Donc oui, il faut entrer dans le champ des solutions. Je crois que le constat, même si cette partie est essentiellement dédiée, il est posé depuis longtemps, en termes de chiffres, de tendances. Maintenant qu'on doit entrer dans le temps des solutions, moi je pense qu'il faut en appeler à une mobilisation générale, parce qu'il y a encore trop de Corses qui aujourd'hui estiment ce sujet comme étant marginal et considèrent que c'est au mieux, une variable d'ajustement ou un problème économique. Et justement, il y a un ras-le-bol général et pas seulement en Corse. On l'a vu au Pays Basque, par exemple, il y a eu une importante mobilisation en novembre pour dénoncer la spéculation. Sur l'île, hormis les actions politiques, on a vu aussi à Pétraner des jeunes se mobiliser autour de la construction sur un chantier d'une résidence de luxe. Est-ce que vous avez le sentiment que cette lutte, qui ne date pas d'hier, vous l'avez dit, éveille davantage les consciences? Est-ce qu'une résistance plus importante s'organise autour de cela? C'est une lutte dont on sait qu'elle est au cœur de l'identité nationaliste et plus généralement de l'identité des Corses depuis la nuit des temps. Le problème foncier des événements d'hier et aujourd'hui, il est au cœur, dans la Corse contemporaine et plus loin encore, des revendications ayant trait à notre devenir à tous. Et ce lien que les Corses cultivent à l'endroit de leur terre, il est quantifié, il est chiffré, il donne lieu à des pourcentages, à des statistiques, mais il est d'abord un lien qui relève du charnel. Le rapport des Corses à leur maison de village, à un bout de terrain parfois sans valeur marchande, etc., il est difficile à évaluer précisément parce qu'il relève d'un attachement physique, passionnel. Donc quand on le transpose dans le champ du raisonnement objectif et des tendances, on s'aperçoit qu'on a effectivement aujourd'hui des choses tellement graves qu'elles ne manqueront pas de susciter d'autres types de réactions. Vous savez, moi, je ne fais pas de langue de bois. Depuis quelque temps, il y a de nouveau des attentats, etc. Donc on voit bien. Je ne sais pas s'ils seront revendiqués, s'ils sont politiques ou pas, mais il y a des réactions aujourd'hui. Donc notre intérêt pour là aussi, nous tous... depuis le dépôt des armes, est-ce qu'il y a pu avoir une amplification? Il y a pu avoir une amplification. De ce phénomène. Et c'est quelqu'un qui est radicalement opposé à toute forme de violence politique et de clandestinité qui vous le dit. Mais oui, il y a peut-être eu un phénomène d'amplification par rapport à ça. Donc si on veut précisément ne pas revenir à ces heures-là
à ce cycle d'attentats, de répression, etc., il faut très précisément apporter des solutions. C'est le sujet du politique, mais je dirais que c'est le sujet de la société tout entière, qu'on soit agent immobilier, notaire, chef d'entreprise, au-delà de nos fonctions, de nos mandats, on doit amener des solutions, et c'est, je le crois, l'essentiel aujourd'hui à ce stade du débat. Alors, il y a l'une des causes aussi qui amplifie ce phénomène, c'est les locations de meublés de tourisme. On se retrouve bien souvent dans une situation où des propriétaires louent leur appartement ou maison très cher aux touristes, majoritairement, et cela se répercute sur les prix à l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, la valeur d'un bien dépend de ses rendements locatifs, Jean-Marc Gaillot? Comment détermine-t-on la valeur d'un bien? Alors oui, au niveau de l'expertise immobilière, effectivement, une des méthodes d'évaluation qu'utilisent fréquemment les experts immobiliers, c'est la méthode du rendement. Donc combien peut rapporter un bien et en conséquence on détermine la valeur. Alors on peut le faire de deux manières, sur une valeur locative à l'année ou bien une valeur locative saisonnière, et on se rend compte que souvent la valeur locative saisonnière est supérieure à la valeur locative à l'année, voire parfois il n'y a même pas de marché, si vous voulez, sur les maisons individuelles pour des locations à l'année, alors qu'en revanche, sur la location de cette même maison pour une semaine au mois d'août, l'été, si vous voulez, entraîne des envolées des valeurs locatives. Et bien évidemment, en conséquence, des prix des valeurs des maisons. Il y a des dispositifs fiscaux qui favorisent ces achats de meublés de tourisme. Dans votre activité, vous avez affaire à cette problématique? Oui, effectivement, il y a des lois fiscales qui sont là. Il y a le dispositif Pinel, il y avait le crédit d'impôt qui a été effectivement contourné plusieurs fois. Aujourd'hui, il y a eu des ajustements. Effectivement, il y a des dispositifs fiscaux qui ne sont pas là pour faciliter l'accession à la propriété, bien au contraire. Et avant de revenir sur les causes de ce phénomène, puisque nous avons deux notaires sur ce plateau, profitons-en. Cette flambée des prix impacte aussi les donations et les successions. Les conséquences, c'est que ces frais sont parfois lourds et que les gens se retrouvent contraints de devoir vendre leurs biens parce qu'ils ne peuvent pas payer ces frais. Oui, c'est voilà. Ça la réalité? Oui, parce qu'en pratique, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vente immobilière, tout simplement, mais ce n'est pas la seule manière de devenir propriétaire d'un bien immobilier. Il y a les successions et il y a les donations. Quel est le cas que l'on rencontre souvent en pratique? Des parents qui veulent donner une maison à leurs enfants. Les gens vivent de plus en plus vieux, donc des grands-parents parfois qui veulent donner à leurs petits-enfants. On constate également en Corse qu'il y a souvent des gens qui n'ont pas d'enfants, donc qui veulent effectuer des donations ou léguer des biens à leurs frères et à leurs sœurs. Et lorsqu'on doit évaluer, nous experts, et que bien évidemment on doit se conforter aux règles du marché pour rendre nos rapports, et bien évidemment on est souvent amené à leur annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que la taxation qui découlera du montant de ces donations, de ces successions, leur permettra pas d'effectuer cette opération et que le bien devra être vendu. C'est intéressant parce que c'est un constat que vous ne partagez pas forcément en tant que notaire, Marianne Piet. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas la même analyse que M. Gaillot. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire des donations à ses enfants dans la limite de 100 000 €. Ça, je dirais, c'est national. Et cela, on peut le faire tous les 15 ans. C'est ce qu'on appelle le rappel fiscal. La Corse, elle a souffert en fait pendant des années par la perte de chance qu'ont eu les Corses de ne pas pouvoir donner à leurs enfants parce que les biens n'étaient pas titrés. Il n'y avait pas de titre de propriété. Donc il y a eu cette perte de chance. Donc il y a eu des lois fiscales qui étaient là et qui permettaient aux continentaux de faire des donations avec la possibilité de donner plusieurs fois parce que la franchise fiscale était beaucoup plus importante. Il y a 10 ans, elle était de 160 000 € par parent et par enfant, et on pouvait redonner tous les 6 ans. Aujourd'hui, c'est 100 000 € tous les 15 ans. Alors, si vous voulez, je ne partage pas tout à fait l'analyse de M. Gaillot, parce qu'effectivement, il y a eu une perte de chance pour les Corses de pouvoir donner parce qu'il y avait en Corse une absence de titre de propriété. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une loi qui est là, qui est efficiente, c'est la loi du 6 mars 2017, qui permet de créer des titres de propriété et qui permet aux Corses de pouvoir donner à leurs enfants en bénéficiant d'une fiscalité
dérogatoire, c'est-à-dire que quand on va fiscaliser cette donation, on aura un abattement de 50%, plus l'abattement général que nous avons au niveau national. Donc ça, peu de Corses le savent, je le dis. C'est un article de la loi du 6 mars 2017. Donc, si vous voulez, Qui peut être appliqué facilement ? Qui peut être appliqué facilement. Facilement, oui et non. Parce que nous avons un problème en Corse, je pense que nous l'aborderons après, c'est l'indivision et la sortie d'indivision. Donc ça aussi c'est un grave problème et c'est une perte de chance pour les co-indivisaires de pouvoir bénéficier des mesures fiscales. Le GIRTEC il travaille depuis quelques années. Le GIRTEC il travaille, mais le GIRTEC, si vous voulez, c'est une grande bibliothèque que nous notaires ou que les maires consultent pour avoir des recherches du point de vue du cadastre, pour avoir une traçabilité, du point de vue de la généalogie. Mais après c'est le notaire qui prend la décision de créer le titre de propriété. Il y a encore des centaines de milliers de parcelles qui sont en attente de titres, donc il faudra. Le GIRTEC est un outil essentiel, on en est tous d'accord. Mais aujourd'hui, Alain Spadoni, qui en a été dans une large part à l'origine, et tant d'autres, travaillent à des solutions. Il y a un débat qui va être ouvert à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, à l'Assemblée de Corse dans quelques temps. Mais je suis d'accord dans l'analyse qui consiste à dire qu'on doit effectivement relier la question de la capacité à titrer et à sortir de l'indivision à la question de la préservation et du développement du foncier. Moi, je voudrais simplement intervenir en ma qualité de maire aussi sur un mot, sur un point. C'est le paratourisme et le paracommercialisme, dont on n'a pas encore parlé, mais dont Porto Vecchio est malheureusement dans l'histoire un haut lieu. On compte à peu près 20 000 meublés de tourisme pour... Alors, oui, au-delà, dans le grand territoire. Pas seulement la micro-région de Porto Vecchio. Exactement. Mais ce n'est pas uniquement ça, Marianne Romane. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes ici, en période estivale, en pointe, en juillet, en août, etc., les hôteliers, les propriétaires de résidences, les acteurs du tourisme, vous le diront, vous avez 7, parfois 8 lits sur 10 qui sont commercialisés en dehors du secteur marchand. Ça, c'est quand même accablant. C'est-à-dire que vous avez des hôteliers, des propriétaires de résidences, y compris des propriétaires de meublés. Je ne vais pas les accabler dans un même élan, etc. Il faut quand même faire des distinguos. Et en même temps, peut-on en vouloir aux Corses de vouloir aussi profiter de cette attractivité du territoire ? Très précisément, la question se pose. Ça n'est pas des Corses, sans faire de jugement de valeur dont il est ici question à titre principal, mais souvent des propriétaires de résidences secondaires qui sous-louent leurs biens sur certaines périodes de l'année. Donc il y a là un sujet de spéculation avec une double peine, puisqu'il y a un sujet de spéculation originelle et ensuite un sujet de concurrence et de parasitage frontal du secteur marchand à travers la mise en marché de biens qui, dans beaucoup de cas, échappent y compris à toute fiscalité. Et là, justement, comment pouvez-vous intervenir ? Puisque Porto Vecchio n'est pas considéré comme zone tendue. Les zones tendues, c'est les agglomérations de plus de 50 000 habitants. Donc en Corse, uniquement les rappels de M. Gaillot, ceux d'Annette, etc., ils sont là, et les vôtres, pour indiquer qu'il n'y a pas d'amalgame ou de superposition complète entre les zones tendues et les agglomérations. Aujourd'hui, au titre des zones tendues, on a Ajaccio et Bastia. Plus de 50 000 habitants, 2 grandes agglomérations, grandes à l'échelle de la Corse. Porto Vecchio, on l'a vu, Grosset et tant d'autres sont touchés la balagne de plein fouet et ne peuvent pas à ce stade, entrer de plein pied dans le périmètre des zones dites tendues, dont on pourrait d'ailleurs proposer qu'elles soient sous-catégorisées avec des zones tendues qui seraient des destinations touristiques. Donc corréler, mais c'est souvent le cas en Corse, le critère démographique à des mesures pour déterminer si elles sont bonnes ou mauvaises n'est pas un bon point d'entrée. Aujourd'hui, il y a un sujet de société, je le redis, qu'on ne peut pas déterminer uniquement en fonction de la démographie. On est un territoire qui est soumis à un certain nombre de dérives et de phénomènes. On a à cœur d'apporter des réponses, donc celle-ci en est une. Que la micro-région entre dans le périmètre des zones tendues, c'est une proposition précise, mais qui pourrait s'appliquer, y compris au-delà de la Corse. Et je termine sur un point. Quand on parlait de paratourisme ou de paracommercialisme, il y a la question des zones tendues, il y a le levier fiscal, il y a la taxe logement vacant, que l'inscription dans les zones tendues nous permettrait de solliciter. Il y a, je vais employer un mot fort, mais pourquoi pas, c'est un débat, il n'y a pas de religion acquise, l'encadrement des loyers. On peut réfléchir aussi, dans certains cas bien précis. Donc moi, mon idée, c'est de ne pas amalgamer tourisme et spéculation. Moi, je tiens à le dire ici, il n'y a pas de paradoxe ou de contradiction. Assumer le fait qu'on soit la première destination touristique de Corse et le fait qu'il y ait en même temps énormément de spéculation. On peut envisager un tourisme durable, vertueux, soutenable, sans qu'il soit synonyme de spéculation foncière et immobilière débridée. Merci Jean-Christophe. Voilà, je voulais aussi également le préciser. Vous avez beaucoup de choses à dire et on vous entendra puisque vous reviendrez sur la troisième partie. Mais avant
sens-là, puisque vous parliez de démographie, l'offre se raréfie dans un contexte où la Corse connaît une explosion démographique. Avant d'accueillir un nouvel invité, je vous propose tout de suite de revenir, de découvrir ce reportage qui revient sur les causes. Il est signé Marc-Antoine Renouchi avec Stéphane Lapera. Des terrains de 1000 mètres carrés vendus 350 000 €. Des villas dont la valeur peut facilement avoisiner le million d'euros. Ou encore des petits T2 loués 800 € par mois. Dans de nombreuses communes de Corse, ces chiffres sont désormais devenus la norme. Comment en est-on arrivé là ? En fait, c'est ces 4 appartements. Pour le maire de Pietrosé, la Jean-Baptiste Luccioni, les explications sont finalement assez simples. La forte demande de personnes qui veulent s'installer sur ces territoires, le plus souvent en résidence secondaire, fait mécaniquement monter les prix. Et face à cela, les maires ont peu de marge de manœuvre. On ne peut pas maîtriser la destination du logement. Le logement aujourd'hui, dans le cadre d'un document d'urbanisme, carte communale ou plan local d'urbanisme, comme est dotée la commune de Pietrosel, on peut décider qu'une zone est à vocation pour faire du logement, mais on ne peut pas décider que c'est à vocation pour faire du logement permanent. Et donc la partie justement résidence secondaire qui contribue justement à faire monter le prix du foncier, à faire monter le prix des logements, quelque part il va falloir qu'on arrive à un moyen pour le réguler et pour que les locaux puissent accéder à ce parcours patrimonial. Le constat est sans appel. La Corse est en même temps la région de France avec la plus grande croissance démographique, plus 20 230 habitants sur 6 ans, et celle qui compte le plus fort taux de résidence secondaire, 37,2% contre 8,9% pour la moyenne nationale. Dans certaines communes, ce chiffre dépasse même les 60, voire les 70%. Effet pervers de ce phénomène, ces logements peuvent parfois devenir davantage des investissements financiers que des réels lieux d'habitation. D'autant plus que jusqu'en 2019, les résidences secondaires faisaient partie des investissements éligibles au crédit d'impôt corse. Elles en ont été exclues depuis, à la demande des députés nationalistes et de François Pouponne. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes, souvent qui ne sont pas résidents en Corse, construisent leur résidence secondaire en Corse et l'État leur paye 30% de leur résidence secondaire. 30% de leur résidence secondaire. Ils louent cette résidence secondaire quelques semaines dans l'été cher. Ils concurrencent une activité d'hôtellerie qui paye des impôts, qui paye des charges. Et tout ça se fait avec la complicité de l'État qui ferme les yeux depuis de nombreuses années. En avril, le conseil municipal d'Ajaccio a voté à l'unanimité l'encadrement des locations de meublés dits non professionnels. En plus de vouloir combattre une concurrence considérée comme déloyale par les hôtels, l'objectif est encore une fois le même, limiter la hausse des prix de l'immobilier. Mais si la volonté de lutte contre la spéculation semble être partagée par tous les élus, les moyens d'y parvenir diffèrent. Selon certains élus locaux, notamment des maires, la forte demande et les locations saisonnières ne sont pas les seules explications de la flambée des prix. Le manque de terrains constructibles disponibles y serait également pour beaucoup. L'empilement des normes, PADUC, loi Elan, loi montagne, loi littoral, bloquerait la construction dans certains lieux où ce n'est pas justifié. Étienne Ferrand, dit le maire d'Alat, a voulu nous montrer un exemple. Nous sommes sur l'exemple type d'un espace qui est classé constructible au PLU et qui est bloqué par le PADUC parce qu'on m'a imposé l'espace stratégique agricole en plein milieu des habitations. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé depuis 2006 pour densifier la zone, pour amener les voies, les réseaux, les équipements publics, y compris avec de l'argent public. Et aujourd'hui, on est coincé par le fait qu'on ne correspond pas au choix du PADUC. Résultat des courses, on assiste aujourd'hui à une baisse, je dirais, du nombre de terrains constructibles qui entraîne automatiquement une augmentation des prix et qui fait qu'il y a aussi beaucoup de gens de chez nous qui sont écartés de cette acquisition. Enfin, d'autres phénomènes peuvent également aggraver la situation. Exemple, le manque de logement social. Dans ce domaine, la Corse est la plus mauvaise élève des régions de France. Sur l'île, on compte 425 logements sociaux pour 10 000 habitants, très loin derrière les 760 de la moyenne nationale. Face à ce constat, certaines initiatives ont certes été prises. La plus symbolique d'entre elles reste sans doute le statut de résident, adopté en avril 2014 à l'Assemblée de Corse. Aurait-il eu un effet bénéfique ? Son principe ayant été jugé anticonstitutionnel. Pour l'heure, il est impossible de le savoir. En attendant, les prix, eux, continuent de grimper.
Nous sommes toujours en compagnie de Marianne Pierre et de Jean-Marc Gaillot. Et un nouvel invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Jean-Félix Acquaviva. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, conseiller territorial, membre de la majorité, mais aussi député de la 2e circonscription de Haute-Corse. Et c'est en cette qualité que vous porterez ce vendredi une proposition de loi pour lutter contre la spéculation foncière et immobilière. Alors, avant de la détailler, Jean-Félix Acquaviva, ce constat que l'on vient de l'entendre, il est partagé au-delà de la Corse. Vous organisiez la semaine dernière un colloque sur cette question avec différents élus, intervenants venus de plusieurs régions. Les inquiétudes sont partagées. Vous avez évoqué les causes ensemble de ce phénomène spéculatif. Quelles sont-elles et sont-elles communes à notre région ? Et il est évident qu'on a pu constater avec d'autres territoires, notamment des Alpes, du Pays Basque, de la Bretagne, mais ce n'est pas exhaustif, qu'il y avait un effet de causalité entre la croissance des résidences secondaires, y compris quelquefois amplifiée par des leviers fiscaux qui ont orienté cette capacité. C'était le cas en Corse avec le détournement du crédit d'impôt investissement, et nous sommes fiers d'avoir essayé de contrecarrer ce détournement, même si cela ne suffit pas, avec aussi la location saisonnière. Donc la location saisonnière qui vient, le paracommercialisme qui vient concurrencer, cela a été dit avant moi, le tourisme professionnel. Donc ce constat-là d'action sur les prix du foncier et du foncier bâti de ce mécanisme, il est partagé. Il est beaucoup plus intense chez nous en croissance de prix, mais il est partagé, les tendances sont les mêmes, et il y a une réelle volonté partagée aussi de trouver des mesures d'adaptation et de maîtrise par les acteurs politiques et les territoires pour réguler ce phénomène face à quelque chose qui est entendu comme permettant une fracture économique, cela a été dit, sociale, sociétale. Et là aussi, les mots sont les mêmes, que cela soit dans les Alpes, que cela soit au Pays Basque et en Bretagne. Donc si notre proposition de loi par expérimentation permettrait d'être adoptée puis généralisée ou transposée pour partie dans d'autres territoires, nous serions les plus heureux parce qu'il s'agit à la fois de résoudre le quotidien des Corses, mais de démontrer aussi que l'on peut servir à d'autres territoires. Parmi les causes, il y a tous les dispositifs fiscaux. On en a cité quelques-uns favorables à des achats en Corse. Vous avez parlé de la para-hôtellerie, les résidences secondaires et donc l'explosion de la démographie. Jean-Félix Acquaviva, lors du débat sur le crédit d'impôt Corse, à plusieurs reprises, François Pouponne a parlé de colonisation, de peuplement. Vous partagez cette analyse ? J'allais dire, si François Pouponne il le dit, je ne pourrais pas contrecarrer le propos de François Pouponne. Non, ceci étant, ce qui est réel, c'est qu'on parle d'une augmentation des prix depuis 15 ans, puisque ce sont les chiffres sont donnés depuis 15 ans. Or, on se rend compte qu'il y a eu un mécanisme qui a été cumulatif, qui a amplifié ce phénomène. Et là, je crois qu'il faut être d'accord. Le cumul du détournement du crédit d'impôt, plus le fait de mettre en marché, y compris par des intermédiations, en location saisonnière, le phénomène de Airbnbisation, plus la capacité à être exonéré de plus-value sur les biens immobiliers en question au bout de quelques années a créé un effet de rentabilité hors norme. Et ce que voulait dire François, hors norme même sur le territoire de la République. Ça ne s'est pas vu avec autant d'intensité. Et ça corrobore l'augmentation des prix qui est passée de 140% pour le prix du foncier, 138% sur le foncier bâti. On voit bien qu'il y a une corrélation entre les deux systèmes et quelque chose qui est galopant, qui nous échappe, qui est, pour reprendre votre propos, stratosphérique. N'aurait-il pas fallu exclure la para-hôtellerie de ce crédit d'impôt ? Le crédit d'impôt meublé, nous l'avons circonscrit. Nous n'empêchons pas, évidemment, d'avoir une activité professionnelle parce que, malheureusement, n'ayant pas capacité à droit constant de différencier l'activité résidente de l'activité d'un non-résident, ça renvoie au débat constitutionnel, et Dieu sait que nous sommes, en ce qui nous concerne pour le statut de résident, il faut contourner pour réduire. Donc ce qui veut dire que quelque part on va freiner, on va éviter les dommages collatéraux, mais en tout cas on va freiner le phénomène, mais bien sûr cela ne suffit pas, il faut d'autres mesures complémentaires, immédiates et en prospective, et qui doivent s'additionner pour maîtriser totalement le phénomène. Et on va les évoquer. Marianne Pierre, on parlait de colonisation du peuplement, vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, il y a déjà, le député Acquaviva a lâché le mot pas qui me fait bondir, mais dont j'ai besoin d'explications, c'est sur le statut de résident. Voilà. Je voudrais qu'on m'explique ce qu'il entend par statut de résident et est-ce qu'une étude a été faite sur ce statut de résident, des conséquences économiques qu'il y aura pour la Corse dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du bâtiment, dans le milieu, puisque si je comprends bien le statut de résident, ça va être votre outil anti-spéculatif, c'est ce qui va permettre de faire baisser le prix de l'immobilier. Jusqu'où, on ne sait pas.
Mais est-ce que vous avez dit aux Corses que c'est le prix de l'immobilier, de tout l'immobilier ? C'est-à-dire que demain, un jeune couple qui aura acheté un bien, qui l'aura payé 400 000 €, avec le concours d'une banque, il aura emprunté 400 000 €, quand il voudra revendre ce bien et qu'il y aura l'application du statut de résident, le prix aura forcément baissé, puisque c'est le jeu du statut de résident. Il ne pourra plus que le vendre 200 000 €, mais il devra 300 000 € à la banque. Qu'est-ce que vous dites à ce jeune couple, monsieur le député ? Bon, je constate qu'on est rentré dans le vif du sujet du débat politicien, on va dire. C'est normal, c'est le jeu. Néanmoins, je voudrais reprendre avec tout le respect que je dois à Marianne Pierre. Et sur le statut de résident, ce n'est pas un débat nouveau. Je vous renvoie aux îles Åland, au statut de relation entre la Finlande et les îles Åland, au Åland Act signé par le commissaire européen Barroso à l'époque avec l'État finlandais, lorsque l'État finlandais est rentré dans l'Union européenne. Donc ce sont des choses qui existent même dans les traités de l'Union européenne, codifiées juridiquement. Et s'il y a des retours d'expérience à avoir, il suffit de regarder ce qui se passe aux îles Åland depuis lors. Je voudrais compléter sur le fait qu'en droit français, notamment la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la Polynésie française, donc territoire de l'article 74, bien dans la République française, a un droit de préemption donné à ses citoyens, qui est permis dans sa loi organique. Donc ça a été traduit en droit français, lié notamment à l'affiliation aux îles Åland. Ceci ayant été dit, je crois qu'on ne peut pas dire d'un côté qu'il y a d'énormes besoins en habitation principale, d'énormes besoins en logement social, d'énormes besoins donc en création et en construction, donc d'énormes besoins, y compris en financement, d'énormes besoins en entreprise, en locaux d'entreprise, et dire que l'économie va s'effondrer parce que l'on met en place le statut de résident. Enfin, je conclus, et c'est l'objet du pragmatisme, je suis très heureux d'avoir été dessus avec d'autres et mes collègues à la fois de Liberté Territoire, mais aussi François Poupoigne et d'autres, y compris de la majorité présidentielle, avoir restreint le crédit meublé tourisme qui était une honte en termes de détournement depuis 15 ans, qui a créé un phénomène d'open bar, qui a créé un phénomène de dépossession vis-à-vis des Corses. C'est quelque chose aujourd'hui d'entendu. Et je suis très heureux, vendredi, de porter avec mes amis Castellane et Colombal, mais aussi avec d'autres députés de différents groupes, une expérimentation qui va essayer de mordre sur la réalité à droit constitutionnel constant. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un constat œcuménique et puis ne pas se rendre compte qu'il y a péril en la demeure. Donc là, rentrons dans la proportionnalité des moyens. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas soigner malheureusement quelqu'un qui a une maladie rare ou quelqu'un qui a une maladie grave avec de l'efferalgan. C'est exactement le cas de la spéculation foncière immobilière. Donc soyons sérieux, rentrons dans le sujet au niveau où les Corses l'attendent. Et justement, comment endiguer ce phénomène avant d'attendre un hypothétique statut de résident pour leur refuser par le gouvernement? Vous mettez en place une proposition de loi. Elle s'appuie sur 3 mesures phares. Un droit de préemption spécifique à la collectivité de Corse, une taxation sur les résidences secondaires de grande valeur et enfin la capacité renforcée du PADUC de créer des zones d'équilibre économique et sociaux. Jean-Félix Akouaïva, cette proposition, elle sera donc débattue ce vendredi. Vous aviez reçu un avis favorable du gouvernement en commission. Cette proposition de loi, si elle est adoptée, sera-t-elle suffisante pour enrayer cette spirale? Détaillez-la nous un petit peu. Alors, tout d'abord, la proposition de loi, c'est une expérimentation, ce qui veut dire que la main tendue qui est la nôtre, c'est-à-dire on propose que pour la Corse, il y ait une expérimentation sur 5 ans, dont on tirera tous ensemble les bilans pour voir si elle doit donner lieu soit à une généralisation d'autres territoires, c'est l'objet de l'expérimentation, soit une différenciation propre à la Corse, avec un rapport d'évaluation. Ça, c'est le premier niveau de méthode. Le deuxième niveau, je dois regretter le fait que le gouvernement, justement, n'ait pas donné un avis favorable, mais que c'est le débat parlementaire et la convergence entre différents groupes, bien sûr d'En Marche, du MoDem, de l'UDI, mais aussi des socialistes, communistes, de France Insoumise, qui a permis l'adoption en commission de loi de cette proposition de loi dans sa première mouture. Et enfin, évidemment, nous ne considérons pas que c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre la spéculation foncière immobilière, mais c'est un ensemble de moyens qui, cumulés, de notre point de vue, peut commencer à être étudié comme un élément de réponse proportionné au phénomène. Le droit de préemption, la collectivité de Corse l'a déjà, notamment hérité de la fusion des départements, sauf qu'elle a sur les espaces naturels. Elle n'a pas de manière générale. Nous proposons de le renforcer, de le rendre général, pour motif de projet d'intérêt général caractérisé dans la loi. Et évidemment, nous ne proposons pas que ce droit de préemption soit tous azimuts,
à partir d'un certain niveau de valeur fixé par décret. Donc il ne s'agit pas du tout de commencer à préempter tous les 4 matins sur les maisons de village ou évidemment sur les appartements, d'autant plus que nous excluons évidemment les biens indivis, évidemment, et que nous pourrions exclure des zones géographiques de l'intérieur par exemple, puisqu'on propose que l'Assemblée détermine des zones sur lesquelles ce droit de préemption pourrait être appliqué. Et enfin, la taxe, je parlerais plutôt d'une taxe anti-spéculative que de taxes sur les résidences secondaires, puisqu'on exclut l'ensemble des biens indivis, on exclut un certain nombre de biens en dessous de certaines valeurs. Et là, il y a 2 écoles au niveau de la taxe qui seront débattues vendredi. Il y a la taxe sur le stock, mais il y a aussi, par un amendement qui nous agrée, une taxe sur le flux, sur la plus-value, sur la valeur. Donc là, il y a de fortes chances qu'on chute sur une taxe sur le flux, sur la valeur, ce qui nous permettrait d'avoir une expérimentation convergente politiquement. Enfin, vous avez parlé du PADUC. Je dois dire que sur le PADUC, il n'y aurait même pas capacité à proposer une mesure dans la loi, dans la mesure où nous pensons, et donc là je parle même à l'échelle de la majorité territoriale, que même les évolutions de futurs espaces stratégiques permettraient de privilégier l'habitation principale. On pourrait y revenir dans la 3e partie. J'ajoute enfin que sur la proposition de loi, nous y avons rajouté ce qui était la fin du premier débat, c'est-à-dire la capacité à généraliser à l'ensemble des communes de Corse à avoir la capacité de donner l'autorisation préalable pour les meublés de tourisme, donc réguler la location saisonnière, c'est dans la proposition de loi de vendredi. Donc l'ensemble de ces mesures, à notre avis, peut être un début de réponse, ce qui facilitera d'ailleurs d'autres systèmes, notamment le bail réel solidaire, qui nous convient tout à fait, mais en agissant sur la valeur des biens en amont, on pourra développer d'autant plus le bail réel solidaire, par exemple. Marianne Pierre, la proposition de Jean-Félix Acquavive, vous dites que vous n'y croyez pas. Vous avez adressé un courrier au Premier ministre récemment avec 3 propositions. Que préconisez-vous ? Alors, déjà, je n'y crois pas, c'est la mise en pratique de ce droit de préemption. Parce qu'en tant que professionnel, je sais ce qu'est un droit de préemption et le mécanisme du droit de préemption. C'est-à-dire que la question qui se pose, est-ce que ce super droit de préemption de la collectivité de Corse, est-ce qu'il y aura une subdélégation ou est-ce qu'il faudra en amont purger tous les droits de préemption qu'il y aura ? Une commune sur son territoire, elle instaure un droit de préemption. Donc nous, notaires, quand on fait une vente sur un territoire où il y a un droit de préemption, on est obligé de l'ouvrir ce droit à la commune. Donc elle a une possibilité d'acquérir. Et la commune, elle a 2 mois pour répondre. Après la réponse de la commune, on peut avoir une SAFER. Une SAFER, c'est 2 mois. Une SAFER, elle peut vous demander un complément d'information et on part sur 4 mois. Donc si on égrène tous les droits de préemption qui se superposent, on va arriver au super droit de préemption de la collectivité de Corse au bout de 13 mois. Au bout de 13 mois. Donc là-dessus, moi, je voudrais qu'on me dise si effectivement il n'y aura que le super droit de préemption de la collectivité de Corse et qu'on neutralise les autres droits de préemption. Très bien, très bien. Mais à quel moment vous pensez, monsieur le député, que ce super droit de préemption de la collectivité de Corse va influer sur le marché ? Sur le prix. Une réponse, Jean-Félix Acquavive, rapidement, et on passe à la 3e partie, on est très en retard. Je vais essayer. Non, évidemment, d'abord c'est écrit noir sur blanc, le droit de préemption de la collectivité de Corse ne se substitue pas au droit de préemption prioritaire évoqué, et il se fait dans les 2 mois si les droits de préemption évoqués n'ont pas été utilisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un dialogue en amont à avoir, puisqu'on parle d'un projet d'intérêt général. Un projet d'intérêt général, ça ne se fait pas en 24 heures. Ça veut dire tout simplement que la collectivité devra anticiper dans des secteurs stratégiques. Je prends par exemple le problème de Padaio qui se pose à nous aujourd'hui. 40 hectares, avec la difficulté et la complexité d'une collectivité de Corse qui ne pourrait agir que sur l'espace naturel. Là, ça fait éventuellement sur l'agricole. Mais si la collectivité de Corse a la capacité d'avoir un filet de capacité de préemption beaucoup plus généralisé, il y aura un dialogue beaucoup plus simple parce qu'elle aura l'arme in fine de le faire pour des raisons beaucoup plus généralisées et sur un projet d'intérêt général d'ensemble. Ce qui veut dire respect des droits de préemption qui sont prioritaires, ce qui veut dire dialogue et concertation, parce que moi je connais beaucoup de communes, une villa, c'est leur budget à l'année sur leur territoire. Une villa, ça veut dire que même si elles ont le droit de préemption, elles n'auront aucune capacité, même si elles veulent le faire, à l'appliquer, faute de ressources. Donc il faut rentrer non pas dans la guerre, et nous sommes partisans du dialogue et pas de la guérilla, il faut sortir de la logique de guérilla. Commune, SAFER, d'ailleurs je suis administrateur de la SAFER, vous le savez Marianne, et d'ailleurs j'ai pu entendre les prix des maisons de campagne de ruraux qui ont été multipliés par 3 depuis 3 ans. Autrement dit, la viralité vient dans la ruralité, donc il y a matière à agir, à avoir des concertations, des complémentarités d'action, y compris préemptées pour que la SAFER ou les communes puissent bénéficier
du droit de préemption de la collectivité si elles ne peuvent pas le faire, dans un délai qui est celui fixé. Donc ensuite, évidemment que c'est une expérimentation. Il ne faut pas, s'il y a des problèmes d'ordre technique à régler, on les régleront, mais le fond du problème, c'est de ne pas se leurrer. Il faut jouer une capacité pour la collectivité aujourd'hui à mordre sur la réalité d'un phénomène qui échappe à tous les Corses et qui décrédibilise l'action des politiques publiques de la collectivité si elle n'a pas les moyens législatifs et réglementaires d'agir. Merci. C'est ça la vraie question. Merci Jean-Félix Aquaviva. Nous allons continuer d'en parler. Je voudrais d'abord vous remercier à tous les trois de nous avoir éclairés avec précision sur le sujet. Jean-Félix Aquaviva, vous restez avec nous. Marianne Pierre et Jean-Marc Gaillot, vous nous quittez. Merci encore et nous rejoignent tout de suite deux nouveaux invités. L'arrivée de Jean-Charles Orsucci, donc maire de Bonifacio, mais également vice-président à la communauté de communes du Sud Corse. Merci beaucoup Jean-Charles Orsucci d'avoir accepté notre invitation. Et Merci à vous de m'avoir invité. Jean-Christophe Angeline est donc de retour sur ce plateau. Une première question, Jean-Charles Orsucci. Quel regard vous portez-vous sur cette proposition de loi pour lutter contre la spéculation que nous venons d'évoquer à l'instant ? Écoutez, avant de donner mon avis sur ce sujet, qui sera rapide, j'aimerais vous donner le sentiment d'un maire qui exerce depuis 14 ans dans une commune qui s'appelle Bonifacio, qui connaît évidemment ce problème et la situation qui est la sienne aujourd'hui. Aujourd'hui, quand Madame Romagne est propriétaire à Bonifacio d'un terrain en zone constructible du plan local d'urbanisme de 2006, elle vient me voir et me dit « Monsieur Orsucci, je vais déposer un permis. Je peux compter sur vous pour la délivrance ?» Je vais lui dire « Bien sûr, madame, vous pouvez compter sur moi. » Sauf qu'aujourd'hui, le terrain à Corcone ou à Cartarane, c'est-à-dire des zones à l'intérieur. On ne parle pas de Calalongue, de Cavallo ou de Rondinard. Je parle des terrains à l'intérieur de la commune de Bonifacio. Lorsque cette dame va déposer son permis, malheureusement, les services de l'État, souvent les associations, vont dire que ce permis n'est pas légal. Et ils ont raison. Il n'est pas légal au regard des lois qui ont été votées depuis 2006. Donc elle va dire « Monsieur Orsucci, alors je ne peux pas construire ma maison ?» Je vais dire « Non, bon, Monsieur Orsucci, par contre, je peux compter sur vous pour avoir un appartement dans la vieille ville de Bonifacio, pour pouvoir me loger. » Je vais dire « Non, là je suis désolé, mais vous ne pouvez pas parce qu'aujourd'hui le marché, il est favorisé par le fait de louer en saison. Vous ne pouvez pas aujourd'hui louer. » Elle va me dire « Alors, écoutez, je ne peux pas construire sur mon terrain. Je ne peux pas louer un appartement à Bonifacio, j'ai besoin de vous, il faut me donner un logement social parce que je travaille à Bonifacio. Je lui dis, vous savez, malgré mes efforts, je vais avoir doublé le parc locatif en 2 mandats, passer de 90 à 100 logements. Malheureusement, j'en ai pas assez. Je ne peux pas pouvoir aussi vous loger dans un parc locatif. Elle va me dire, mais alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais lui dire, je ne sais pas. Alors elle va faire, vous savez, la chose suivante, et ce à quoi on va assister à Porto-Vecchio, à Ajaccio et partout dans toute la Corse, à des constructions sans permis de construire, à des mobilhomes, l'horreur absolue de l'aménagement du territoire. Voilà la situation. Dans certaines régions au Pays voilà Basque, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et j'ai été très heureux d'entendre les 2 maires qui sont intervenus dans votre reportage. Ils décrivent parfaitement la situation. Et je vais répondre concrètement maintenant à votre question. Oui, ce que proposent les élus nationalistes en fin de semaine va dans le bon sens. J'ose espérer que ça va fonctionner. C'est une bonne chose, même si je me permettrais une petite remarque. Lorsque mon adjoint à l'urbanisme, Patrick Tafagne, en 2017, suite à l'élection et dans le cadre de la loi Elan, a proposé aux élus nationalistes un sujet fondamental dont a parlé Jean-Baptiste Louchon dans votre reportage, à savoir permettre la différenciation entre maison principale et maison secondaire dans les documents d'urbanisme, les élus nationalistes à l'époque ne l'ont pas porté. Pourquoi ? Ils ont préféré porter uniquement le statut de résident que j'ai toujours cautionné, mais on était là dans l'idéologie, c'est une erreur. Ce qui est proposé en fin de semaine est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus intelligent. Je pense que ça va dans le bon sens parce qu'une chose est sûre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a nié le fait rural et c'est aussi un élément déterminant. Et je crois que je ne vais pas être démenti par les 2 personnes qui sont à mes côtés. Je suis sur ce sujet particulièrement convaincu qu'il faut aller encore plus loin dans la décentralisation. La compétence urbanistique, je dirais la RT 2012, c'est-à-dire ce qu'on applique à la construction des bâtiments, ça ne peut pas être la même à Lille
et à Bonifacio. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que le fait rural soit aussi pris en compte parce que la Côte d'Azur n'est pas la Corse. Il faut viser juste et adapter à chaque territoire. À notre territoire ce qu'il faut faire. spécificités. C'est en tout cas, je pense, une grande ambition que nous devons avoir ensemble. Je dirais simplement un autre petit bémol par rapport à la proposition des députés. Moi, je souhaite qu'on aille plus loin dans la décentralisation. La majorité territoriale a beaucoup recentré autour de la collectivité de Corse. Je pense qu'il faut aussi donner beaucoup plus de pouvoir, notamment sur la question de la fiscalité et des taxes à mettre en œuvre. Il faut donner davantage de pouvoir aux maires. Et c'est avec les maires qu'il faut prendre cette décision. Et justement, de quels outils législatifs disposent les maires et les communes et comment agissent-ils sur leur territoire? Voyez tout de suite ce reportage signé Jean-André Marquiagne et Tiffaine Urtis-Veria. Se loger dans les centres urbains comme à Bastia, le parcours du combattant pour de nombreux ménages. Diminution de l'offre, augmentation de la demande et des prix, spéculation immobilière, résidences secondaires. Alors quels sont les leviers aux mains des pouvoirs publics pour tenter de réguler la situation? Dans la rue droite en centre-ville de Bastia, 5 nouveaux logements sortiront bientôt de terre sur cette parcelle communale. 5 logements réservés à la vente pour des primo-accédants à prix maîtrisé, grâce notamment au dispositif national Action Cœur de Ville. Mais la municipalité bastiaise ne compte pas s'arrêter là et souhaite s'attaquer au problème de la vacance en centre-ville. 1500 logements seraient aujourd'hui laissés vacants sur la commune entre indivision, délabrement et résidences secondaires. Ça concerne les logements, les commerces et l'immobilier d'entreprise. Donc nous avons été retenus au niveau national pour rentrer dans un dispositif plus large où par lequel nous avons un accompagnement et des outils d'analyse. Et à partir de là, nous sommes en train de travailler pour remettre sur le marché un certain nombre de biens pour qu'il puisse y avoir un nouvel élan et une nouvelle attractivité du centre-ville. Une problématique que l'on peut transposer dans d'autres communes de Corse, y compris des communes plus petites. Comme à Bastia, l'île Rousse-en-Balane dispose de peu de foncier et souffre d'une stagnation de son nombre d'habitants. En plus de ça ici, 50% des logements sont des résidences secondaires. Alors pour tenter d'endiguer le phénomène, 2 leviers principaux. D'abord l'élaboration d'un plan local d'urbanisme qui permettra à la commune de préempter terrains et logements. En attendant, c'est surtout l'intercommunalité qui agit via une OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat qui permet de rénover un certain nombre d'habitations dans le bâti ancien. Les aides sont données sous condition soit d'y résider de manière permanente, soit de donner ces logements à bail, mais à des loyers qui sont des loyers modérés, des loyers maîtrisés pour permettre à des jeunes ou des moins jeunes de pouvoir y résider, donc réinvestir le centre et réinvestir tous ces logements vacants que nous avons malheureusement sur la commune. Alors il y a de la résidence secondaire, mais il n'y a pas que ça, il y a des logements qui sont totalement à l'abandon depuis pas mal d'années. En Balagne toujours, mais sur les hauteurs, certaines communes disposent déjà d'un plan local d'urbanisme et usent de leur droit de préemption. Ici à Belgodère, que ce soit en plaine ou au village, le premier propriétaire terrien de la commune, c'est la municipalité. Objectif, proposer une offre hôtelière, oui, mais le moins possible de résidences secondaires et d'achats venant de l'extérieur. Le maire Lionel Mortine nous fait visiter ces nouvelles constructions, toutes bâties sur des terrains autrefois communaux, dont jouissent aujourd'hui des villageois désireux de s'y installer à très bas prix. La moitié de la population est aujourd'hui logée sur des terrains que la commune a mis à disposition. Donc c'est quand même important, on peut le dire. Il y a une succession aujourd'hui en vente, c'est 5% de notre territoire, 60 hectares, constructibles et agricoles. La commune s'est portée acquéreur, la commune discute évidemment à l'amiable et nous serions très heureux de réussir l'achat à l'amiable. Si ce n'est pas possible, il y a le droit de préemption et nous irons vers ce droit de préemption si nous n'avons pas d'autre choix. Pour nous, en tout cas, il y a des moyens d'agir. Le moyen d'agir, c'est votre document d'urbanisme, c'est la volonté, évidemment, des élus locaux sur ce qu'ils veulent et quelle population ils veulent. Certaines autres régions françaises où la situation foncière et immobilière est également sous tension veulent même aller plus loin dans la lutte contre la spéculation et les résidences secondaires. À l'instar de la délibération votée en 2014 par l'Assemblée de Corse, certains élus basques ou bretons par exemple prônent aujourd'hui la mise en place d'un statut de résident. L'idée, c'est plus sur des zones définies, notamment des zones côtières, mais peut-être pas seulement, à l'échelle d'intercommunalités ou de pays voisins, on ait ces statuts et qu'il faille avoir résidé 1 an à l'intérieur de ces zones pour avoir le droit d'y acheter un logement ou un terrain à bâtir. De cette manière, on éliminera presque toute la demande en résidence secondaire parce que très peu de résidences secondaires vont venir vivre 1 an sur place uniquement pour y acheter un logement occasionnel.
On trouvera bien quelques originaux pour le faire, mais enfin, ce sera beaucoup moins qu'aujourd'hui. Par contre, les gens qui veulent venir y vivre pour de vrai, au bout d'un an en location, pourront acheter comme les autres si c'est leur souhait. Statut de résident ou statut de citoyenneté, au-delà de la sémantique, la proposition revient lors de chaque échéance électorale en Corse ou presque et commence donc à trouver un écho dans plusieurs autres régions. À l'avenir, il pourrait représenter un nouveau levier au service des collectivités pour lutter contre la tension foncière et immobilière. Alors avant de revenir sur vos outils et vos propositions, je voudrais revenir un instant sur cette proposition de loi. Jean-Christophe Angelini, vous, lorsqu'une motion a été déposée à l'Assemblée de Corse par Jean-Félix Akoué, vous êtes abstenu. Pour quelles raisons ? Pour des raisons qui d'abord ont été rejointes par les autres groupes, l'autre groupe nationaliste, Corin Front, et le groupe libéral de droite ont voté contre, se sont abstenus également. Donc c'était une position assez forte, assez partagée, même si bien sûr le groupe majoritaire l'a portée et soutenu, pour des raisons de fond et de forme, mais qui n'enlève rien au soutien que Paul-André Colombani et d'autres porteront donc cette proposition lorsqu'il viendra en débat au Palais Bourbon. La première, précisément, c'est parce que je pense que l'Assemblée n'a pas nécessairement, dans ces temps-là, à être le parfait miroir des débats qui ont vocation à intervenir au Palais Bourbon. Le texte est légitime, il appelle un débat, mais je pense qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il intervienne dans d'autres proportions et délais que par anticipation, comme si quelque part on venait chercher une forme de caution ou de soutien avant que de chercher à aller plus loin. L'Assemblée a une position qui est connue en la matière et je ne jugeais pas à ce stade utile de la rappeler pour mon groupe. Deuxième point, sur le fond, davantage, j'ai eu l'occasion de le dire lors des débats publics, je crois que Jean-Charles Orsouch vient un peu de le préciser, attention, et je sais que ce n'est pas le souhait de ceux qui initient la proposition, à ne pas regrouper ou centraliser vers la collectivité l'essentiel des sujets, notamment celui-là. Depuis un certain nombre d'années, on a une évolution qui tente à donner aux communes, aux intercos, des compétences fortes dans le domaine de l'économie, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire. L'extension du droit de préemption à la collectivité de Corse ne me paraît pas nécessairement, même s'il a été dit qu'elle serait limitée, s'inscrire dans le cycle de réponse que nous attendons, même si j'en vois par certains côtés l'utilité, mais je pense qu'elle buterait assez vite sur les moyens humains et financiers dont nous disposons et qui sont nécessairement assez limités. Donc ça ouvre un débat et en soi c'est déjà très bien, mais je redis pourquoi mon groupe à l'époque s'est abstenu et je termine là-dessus en écho avec le propos de Jean-Charles. Je crois effectivement que le maire aujourd'hui, et je le dirais même si je ne l'étais pas, le président de Comcom sont des acteurs importants de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qu'il faut peut-être réfléchir à les associer plus étroitement. On leur demande de faire des PLU, on leur demande de faire des SCOT, on leur demande de réfléchir à une fiscalité locale, mais peut-être ne les implique-t-on pas assez dans l'ensemble des processus qui déterminent à un moment donné une situation de ce point de vue-là. Donc je crois qu'il y a là une nécessité un peu nouvelle et que le maire, je le redis, doit être plus étroitement associé à ces questions-là, en dehors de ce que la loi lui permet déjà de réaliser. Jean-Charles Orsouch, c'est un constat que vous partagez aussi ? Bon, évidemment, là, je partage, parce qu'il est essentiel que, je crois qu'on a là-dessus, tous les trois, je pense, une analyse commune. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi en aparté à Jean-Christophe Angelini. Le diagnostic qu'on a dressé ce soir, il est partagé par le plus grand nombre. L'ambition peut être aussi d'ailleurs partagée. Je prends un exemple. J'ai eu l'occasion d'échanger avec François-Xavier Chico. Je vois ce que fait aujourd'hui Laurent Marcangeli dans sa commune, à travers les prises de décision politiques. Elles rejoignent le souci qui est le nôtre aujourd'hui. Maintenant, il faut faire attention. Est-ce que le droit de préemption va être la solution? Moi, j'ai envie de vous dire, je suis maire depuis 14 ans, j'ai ce droit de préemption. C'est pas le droit qui me manquait, ce sont les moyens financiers de pouvoir racheter. La réalité, c'est que c'est très difficile de pouvoir non, mais c'est d'avoir les moyens financiers de racheter l'ensemble de ce foncier. Sur ce droit de préemption, d'ailleurs, j'ai été un peu surpris là-dessus, c'est qu'il est dirigé, j'espère que c'est pas de l'idéologie, mais que c'est du pragmatisme, vis-à-vis des villas secondaires importantes. Or, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est peut-être les petits logements à Bonifacio qu'il faut que nous préemptions ensemble pour constituer un parc locatif public mis à disposition des gens qui vont vivre à l'année. Sur les taxes, je vous permets de vous le dire, dès 2008, lorsque je suis arrivé aux responsabilités avec une majorité, vous le savez, plurielle, il y a des nationalistes, il y a des gens de droite dans mon équipe, nous avons mis en place une taxe sur les fait que les terrains qui devenaient constructibles dans le plan local d'urbanisme devaient être taxés. Est-ce que ça a suffi? Non. Ça a permis des recettes pour la commune.
et je m'en félicite. Mais en tout cas, il faut aller vers différents outils. Mais j'insiste, l'outil majeur, et où je rejoins la majorité territoriale, où je rejoins les autonomistes depuis longtemps, c'est qu'il faut qu'on ait davantage de poids en matière de législation et de législation locale. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est bien la législation nationale, les lois Grenelle, les lois LRU, etc., qui vont toutes vers la raréfaction du foncier. Il faut qu'on se le dise aussi sur toute cette table. Et qu'on dise aussi aux Corses que quand le plan local d'urbanisme de Bonifacio, que j'ai du mal à réaliser, doit passer de 1200 hectares à 500 hectares, que quelqu'un me dise que le prix du foncier va diminuer. La réalité, c'est qu'elle est tout autre. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir en corrélation, faire en sorte qu'on ne soit peut-être pas dans cette rareté du foncier, et pour rassurer nos téléspectateurs, il faut que ce foncier libéré soit exclusivement réservé à la résidence principale. Et justement, vous parlez de la rareté du foncier. Jean-Félix Acquaviva, est-ce que la collectivité de Corse n'aurait pas vocation finalement à construire, à racheter des terrains dans des zones stratégiques pour construire des logements et les revendre à des coûts moindres pour ainsi casser les prix du marché? Est-ce que c'est réalisable, imaginable? Bien entendu, si nous avons des leviers pour agir en amont sur la valeur du bien. Aujourd'hui, il faut mettre un terme à cette folie, parce que sinon c'est une course aux deniers publics. C'est-à-dire que la collectivité ferait acquisition de terrain qui augmenterait, c'est le mécanisme du bail réel solidaire. Si le terrain faisant l'objet d'une acquisition par l'office solidaire est un terrain qui augmente, ça sera une course aux deniers publics pour faire des opérations. Le bail réel solidaire, à un moment donné, sera interne s'il n'y a pas de ressources. Donc ça veut dire que tout simplement, le droit de préemption se justifie de ce point de vue-là. Réguler, soit en activant, soit en n'activant pas, mais par le fait que l'on pourrait activer le droit de préemption, jouer un jeu sur les acteurs qui fait qu'on va essayer de réguler en amont la valeur. Ensuite, je voudrais revenir sur la question de la taxe. Nous avons proposé d'ailleurs en amendement la surtaxe sur la taxe d'habitation élargie à la Corse. Ça a été refusé, notamment par le gouvernement. Il y a le problème des zones tendues. La Corse n'a de zones tendues que Bastia, Ajaccio, continuité de 50 000 habitants. Donc la Balagne, les SREM Sud en sont exclus. D'accord ? Comme l'autorisation préalable donnée par des communes en France, pour louer ou non, c'est les communes de 200 000 habitants, 3 départements de l'Île-de-France. Donc c'est-à-dire qu'il y a une inadaptation de la loi par rapport à ce que nous sommes. Nous sommes ici, mais aussi d'autres territoires ailleurs. Donc il faut agir sur ces leviers-là, effectivement. Mais même la surtaxe sur la taxe d'habitation, elle est largement insuffisante. Insuffisante en termes de recettes, insuffisante en termes de dissuasion. C'est pour ça que nous en sommes arrivés avec d'autres. Je pense en particulier à Jean-Paul Mattei, qui a travaillé avec nous sur la taxe sur la plus-value, sur le flux, à une taxe anti-spéculative, qui soit sur une assiette insulaire, pour avoir un vrai effet levier financier, et donc pouvoir lutter, pas armes égales, mais presque, pour préempter et redistribuer, en concertation avec les communes. Il est évident que c'est l'objet, voire en finançant les droits de préemption des communes, puisque la taxe antispéculative ne serait pas simplement dédiée aux droits de préemption de la collectivité elle-même, en soutien aux EPCI. Mais si on n'a pas des moyens proportionnels de ce style, nous n'arriverons pas à réguler la valeur du bien dans cette logique spéculative qui est galopante, et nous n'arriverons pas à donner corps aux politiques publiques. J'ajoute au dernier point, c'est ce que j'appellerais la codification par l'espace. Si nous ne sommes pas allés sur la différence résidence principale et résidence secondaire en amendement, c'est pourquoi ? Parce que nous jugeons qu'aujourd'hui, l'évolution du PADUC pourrait le permettre. Voilà. On va parler des Juridiquement, résidences. on peut codifier en habilitation le PADUC demain. Il y aura un débat, des espaces, des secteurs nouveaux, avec destination habitation principale. Et là, évidemment, ça aura l'avantage d'éviter de passer par la case Palais-Bourbon avec des députés d'autres territoires pour débattre entre nous de cette destination. Vous souhaitez réagir ? Si nous ne codifions pas par l'espace, et pas simplement par la fiscalité, là, ça contrecarre la question de la rareté foncière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on permet de libérer par l'espace une destination des sols à usage notamment d'habitation principale, qui permet évidemment de répondre tout ou partie à la question de la rareté foncière. J'ajoute que vous avez oublié la question de l'artificialisation nette, qui est une obligation aujourd'hui posée par la loi. Et pour le coup, là, ce n'est pas la majorité qui l'a posée. Je crois que Jean-Charles Orsuch a très envie de répondre. Oui, non, j'ai juste envie de réagir sur un point. Dire aujourd'hui que le PADUC va nous permettre de régler un certain nombre de choses, moi, je vais vous donner un exemple concret. J'ai voté le PADUC et je pense que dans sa philosophie, c'est un excellent document, je l'ai toujours dit. En revanche, comme le prévoyait la loi, il nécessitait au moins, autorisez-moi le mot, toilettage. Or, j'ai eu à subir, à l'époque, j'étais encore dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, j'ai eu à subir d'ailleurs les actes de mes deux
les deux personnes qui discutent avec moi ce soir, c'est que on nous a opposé une fin de recevoir sur les espaces stratégiques agricoles. On a fait en sorte que le stade de foot de Bonifacio continue à être en espace stratégique agricole. Est-ce que demain on va être capable de définir la notion fondamentale? Je regarde le maire de Porto-Vecchio et je dis la chose suivante. Si le PADUC ne définit pas les espaces urbanisés des communes, nous n'arriverons pas à faire nos documents d'urbanisme. Et j'ai pas eu l'impression que la majorité territoriale ait pris à bras-le-corps ce dossier. Je veux dire, aujourd'hui, entendre dire il faut prévoir dans le PADUC la différenciation entre maisons principales et secondaires, quand on n'a pas été capable véritablement de réactualiser la carte des espaces stratégiques agricoles, lorsqu'on n'est pas capable aujourd'hui d'initier, au moins d'initier la mise en place de la cartographie des espaces urbanisés qui sont fondamentaux pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme. Je m'excuse d'être trop technique, mais c'est fondamental quand on veut faire ces documents qui sont nécessaires à l'aménagement du territoire et pour l'appréhension des questions. Je suis un petit peu dubitatif sur cette capacité à le faire. Et Jean-Christophe Angelini. Oui, moi je crois aussi que la question du PADUC, elle devient centrale. On sait qu'à son adoption en 2015, le législateur avait prévu une fenêtre de révision, de modification. 6 années après, on y est. Donc il y a un agenda qui a été proposé, dont je dis publiquement, donc je n'ai pas de difficulté à le répéter, qu'il était à mon avis trop tardif. Je crois que c'est un sujet important, et pas nécessairement pour des raisons qui consisteraient à ouvrir les vannes, pour le dire un peu vulgairement. Je crois au contraire qu'aujourd'hui il y a des sujets fondamentaux. On a parlé d'une rampe, un autre groupe nationaliste par exemple, de production de logements à titre principal. Moi je voudrais également parler, on ne l'a pas assez dit, d'une rampe de production pour les espaces stratégiques agricoles, parce que la question des ESA, elle est centrale. Si on dit des ESA qu'ils ont une vocation véritablement agricole, on est tous d'accord. Et on est pour aller au-delà même des 100 ou 105 000 hectares qui sont prévus au titre du texte. Mais on ne peut pas se donner bonne conscience en disant de certains espaces qui sont des ESA, alors même pour certains d'entre eux qui sont malheureusement artificialisés depuis longtemps, ou pour d'autres qui ne verront jamais l'ombre d'un agriculteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on constitue une rente foncière, fût-elle publique. C'est qu'on permette la mise en production du territoire dans un schéma d'autonomie alimentaire conforme aux objectifs du PADUC à l'horizon 2050. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un sujet de mise en production de l'espace qui rejoint étroitement le sujet de la spéculation, parce qu'on ne le dit pas assez, mais le principal, aujourd'hui, la principale victime de la spéculation, c'est aussi l'agriculteur. Mettez-vous en situation, à Porto-Vecchio dans l'histoire, ou à Bonifacio, ou même ailleurs, d'avoir accès à du foncier agricole dès lors que le prix d'un hectare n'est plus de 10 000 ou 15 000 euros, mais de 100 ou 150 000. C'est terminé. Et d'ailleurs, vous avez celui qui ne veut pas vendre, mais vous avez celui aussi qui ne veut plus permettre de bail agricole, fût-il oral. Donc on est dans un cycle qui est terrible et qui non seulement ne permet plus d'avoir accès à la propriété et à la location, constitue une forme de désordre urbanistique, et je voudrais en dire un mot, mais également nuit à l'activité de production et au développement de l'agriculture. Et je termine là-dessus. Moi, je crois que ce qui est important, à l'heure de la transition énergétique, des grandes transitions mondiales, écologiques, environnementales, etc., climatiques, c'est qu'on apprenne à poser des actes qui ne se résument pas à la destination originelle des sols. Pour être plus précis, bien sûr qu'un lieu doit permettre de dire si une résidence est principale ou secondaire, mais il doit aussi permettre de dire comment on l'habite, comment on le construit. Ce pays, il regorge de bois. Je ne vais pas vous infliger les chiffres cruels de consommation du bois corse dans la construction, y compris publique. Ils sont dérisoires. Ils regorgent de quantités d'atouts naturels qui ne sont pas valorisés. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la question de ce que l'on fait, qu'on ne s'est pas posée, elle est quand même importante. Je veux dire, moi, je ne vais pas accabler d'autres communes, mais quand je vois ce qui est fait dans des lieux où on disposait de terres agricoles qui étaient parmi les plus fertiles d'Europe, et qu'aujourd'hui, y compris, je vais être un peu taquin, dans le strict respect du PADUC. On a édifié des immeubles en bord de route de 5 et 6 étages, en donnant l'occasion à des couples de loger ici à vie, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de loger, il faut aussi habiter, vivre un lieu, sa sociabilité, sa convivialité. Donc aujourd'hui, il y a un débat fondamental sur la spéculation. Moi, je m'y inscris en tant que nationaliste, en tant que maire. J'aimerais quand même que vous développiez sur l'une des solutions que vous mettez en avant à Porto-Vecchio, c'est le processus de bail réel solidaire. Bien sûr. C'est un outil qui est effectif déjà à Rennes, par exemple. Expliquez-nous. Alors, c'est un outil qui permet de distinguer donc l'accession au foncier
de l'allocation ou de l'accession à la propriété. En clair, le mécanisme, donc, je dirais, classique est contrecarré par le fait de distinguer la propriété du foncier de la possibilité d'accéder à l'immobilier. En clair, aujourd'hui, par le biais du bail réel solidaire, vous pouvez, et c'est notre cas, conventionner avec un office foncier, celui d'un bailleur social, qui donc nous permet de mettre à disposition des biens pour des jeunes ménages à des prix qui sont sans commune mesure avec ceux qui sont pratiqués sur le marché. Donc je suis assez fier que dans le cadre du PLU en construction, qui sera approuvé cette année de la commune de Porto-Vecchio, on puisse proposer donc un BRS, un bail réel solidaire, et ça va permettre sur un terrain dont je dois dire pour la parenthèse qu'il était convoité par la plupart des promoteurs de Porto-Vecchio ou d'ailleurs, la commune l'a acquis via l'office foncier. Je veux dire ici qu'on a bénéficié d'une enveloppe de 7 millions au titre du plan exceptionnel d'investissement, donc ça a été fléché. Et par le biais d'un conventionnement, on met à disposition, via le bail réel solidaire, ces logements, une trentaine, sur un terrain idéalement situé en cœur de ville, pour des jeunes ménages. Donc, il y a des solutions. On est tous d'accord pour dire qu'elles ne sont pas suffisantes. Mais moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un préalable en termes d'action publique et de stratégie. Vous avez l'office foncier. Vous avez le GIRTEC, vous avez la SAFER, vous avez le Conservatoire du littoral, vous avez l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie. Vous avez quantité d'outils qui, et je m'inclus dans le constat, à notre grand regret, fonctionnent en tuyau d'orgue, travaillent en silo et ne disposent pas de temps et de lieu pour imaginer des solutions ensemble. Donc bien sûr qu'il faut une évolution législative, bien sûr qu'il faut une évolution réglementaire, bien sûr que la collectivité de Corse elle doit disposer d'un pouvoir législatif dans ces domaines, mais doit aussi mettre en exergue et en synergie ces éléments-là. Jean-Charles Orsouch, vous qui soutenez Emmanuel Macron, pourquoi le gouvernement, Jean-Félix Acquavive évoquait tout à l'heure les blocages, l'opposition du gouvernement, notamment sur cette proposition de loi, pourquoi le gouvernement reste timide sur cette question et aussi sur le statut de résident que vous avez voté d'ailleurs ? Je crois qu'il est timide parce que la République française, par essence, elle est très jacobine, nous le savons. Parce que sur le pacte girondin, un effort considérable doit être réalisé. Moi, j'ai l'occasion, vous me dites, soutien d'Emmanuel Macron, et j'ai donc l'occasion souvent de rencontrer des maires de toute la France qui partagent le constat qui est le nôtre. D'ailleurs, je trouve intéressant et utile ce qui vient d'être fait par Jean-Félix Acquavive sur le fait que, justement, on a un peu dézoomé de la Corse pour se rendre compte que ces questions-là, d'ailleurs, ne sont pas spécifiques à notre territoire. Et moi, j'en fais un espoir pour l'avenir, parce que si on démontre au gouvernement, et si des maires de la France entière font la démonstration que ce problème, il se pose à Biarritz, à Quimper, à Morzine et à Bonifacio, j'ose espérer que d'autres députés se saisiront de cette question pour qu'on mette ces outils réglementaires et législatifs, peut-être même demain constitutionnels et européens sur la table pour résoudre le problème. Le gouvernement d'Emmanuel Macron doit entendre, on l'entend, cette petite musique, on l'entend davantage, je dirais au niveau national. On espère, et je suis le premier à souhaiter, et je crois que ça a été dit, Bruno Kettel, avec qui je suis en relation assez souvent sur le sujet, est un excellent porte-parole et est prêt à jouer le jeu. François Pouponne, dont je vous rappelle qu'il est quand même aujourd'hui membre du MoDem et de la majorité présidentielle, a été, et vous l'avez montré dans cette émission, un avocat de cette question-là. Il portera avec d'autres députés ces questions-là. Il faut que nous avancions. Moi, je le répète, j'ai entendu tout à l'heure le maire d'Ajaccio qui rejoint et qui soutient le président de la République, et je m'en félicite qu'il nous rejoigne pour soutenir Emmanuel Macron. Il met en œuvre dans sa commune des mesures qui vont dans le bon sens. Tous ensemble, un jour ou l'autre, nous obtiendrons gain de cause parce que nous avons raison. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas fait le pas. Demain, ensemble, j'espère que nous obtiendrons satisfaction. Jean-Félix Acquavive, toutes ces solutions que l'on a évoquées au cours de cette émission, quelque part, ne diriez-vous pas qu'elles arrivent trop tard ? Il n'y a-t-il pas une responsabilité politique à tout cela ? C'est-à-dire, à un moment, un manque d'anticipation, on ne s'est pas saisi assez des dispositifs publics qui peuvent exister, parfois même peut-être un intérêt pour la région ou les communes, et bien de se satisfaire de cette flambée des prix parce qu'il y a aussi un signe que nous sommes sur un territoire attractif. Est-ce qu'on a pu en profiter un moment ? Est-ce que ça n'arrive pas trop tard ? Écoutez, je crois que dans votre question, il y a pas mal d'affirmations. Donc, loin de moi l'idée de détailler toutes ces affirmations. Néanmoins, la société corse est aussi parcourue de différentes contradictions. Ce qui est certain, et je en retirerai là l'essentiel, c'est qu'on ne peut pas continuer avec un phénomène spéculatif galopant qui contribue, y compris à l'écart des revenus dans l'île, qui contribue à des fractures sociales qui sont plus béantes aujourd'hui qu'elles n'étaient hier. Et je crois qu'il faut avoir conscience que, évidemment, nous avons une course contre la montre.
que différents échelons sont à mettre en œuvre, l'échelon législatif et réglementaire, l'échelon de la responsabilité du maire sur sa commune ou le président du PCI, parce qu'il y a effectivement des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. L'échelon du débat sur le PADUC, moi, je suis un fervent partisan d'espace stratégique agricole. Si on parle de toilettage et de localiser, ça me va. Si on parle de grands équilibres fondamentaux, je vais dire non. Bon, c'est clair. Hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi des forces à l'œuvre. On ne va pas se dire n'importe quoi. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont dans ce pays. Et donc, par contre, il faut aussi dire, si on doit avoir un débat sur l'espace stratégique agricole, on doit l'avoir aussi sur des espaces d'équilibre, sur des espaces urbanisés qui garantissent l'habitation principale. Je crois que tout ça, ça doit être interagir. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si on fait l'un sans l'autre, c'est qu'on est dans le leurre. Donc, il ne faut pas être dans le leurre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de maturité politique et d'intelligence collective à l'œuvre pour arriver à converger. Il faut le faire dans un temps important et il faut le faire aussi avec l'État, puisque, oui, Bruno, François, je pense, j'espère, en tout cas, qu'on aura une majorité comme celle en commission de loi vendredi. Ce n'est qu'une première lecture. Mais il faut aussi que le gouvernement aille beaucoup plus loin dans sa vision de la Corse, et nous attendons qu'il le fasse vite, parce que ce sujet, comme sur d'autres, il y a péril dans la demeure. Et nul doute qu'on en reparlera dans les jours à venir, puisque vous l'avez une nouvelle fois précisé, c'est donc ce vendredi que sera débattue à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui vise à lutter contre ce phénomène de spéculation. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je précise aux téléspectateurs que la représentante du parti Corinne Fronti n'a pas pu être avec nous pour un empêchement de dernière minute. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission spéciale et à Jean-Christophe Angéline de nous accueillir ici dans la médiathèque de Porto Vecchio. Un débat très constructif face à un constat unanime. La spéculation immobilière encore, c'est une réalité et il y a urgence. Alors, si les points de vue diffèrent, vous l'avez entendu, de nombreuses solutions sont sur la table pour enrayer la frénésie immobilière de l'île et faciliter l'accès au logement pour les Corses. À très vite pour une nouvelle émission spéciale sur France 3 Corse via Stella. Buonasera.